This morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Au nom du père, notre invité ce soir s'appelle Pana Panahi. C'est le fils du cinéaste Jafar Panahi, enfermé en Iran. Le fils qui défend le film du père, dont la sortie a d'ailleurs été avancée à un moment charnière de l'histoire iranienne. Pana Panahi, réfugié en France, voit bouger son pays. Il voit les manifestants tous les jours. Il nous expliquera d'ailleurs également comment il en parle à son père prisonnier. Le bruit du monde est en Autriche ce soir, qui a vu ses demandes d'asile se multiplier par 2 ces derniers temps. Vous verrez ce que ça provoque dans le pays. On dépasse même les chiffres de l'année 2015. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé de l'eau du Gange en bouteille. Viktor Orban, qui semble nostalgique de l'Autriche-Hongrie, et Anvers, dépassé par les saisies de cocaïne. 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un film romantico horrible. Vous allez vite comprendre. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four et l'Asie centrale, si elle cessait d'être la chasse gardée de Moscou, se demandera Jean-Marc. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir. Je tenais à ce qu'on passe un petit moment ensemble, Corinne, juste avant d'entendre Pana Panahi, le fils de Jafar Panahi. Un tout petit extrait d'abord de la bande-annonce du film du père. شما تو این روستا عکس گرفتی؟ عکس ازتون خواستم؟ آقای مهندس این عکس ده ما رو ریخته به هم، این مازرا همه ما رو پلت کرده. Baqbil, burada birliklərin işi mahana dalıcı Ça kəsmək. s'appelle Aucun ours, ce film de Jafar Panahi qui sort donc, Corinne, ce mercredi, qui sort en avance. Vous étiez venue nous en parler de ce film, Corinne, c'était au tout début de la révolution iranienne. C'est un film important dans le contexte aujourd'hui, une mise en abîme qui est vertigineuse. Faites-nous le pitch. En fait, c'est un film sur la peur. C'est un film qui nous montre comment, dans la société iranienne d'avant le mouvement de révolte, cette peur était présente partout, dans tous les gestes de la vie quotidienne. Comment, par exemple, dans un village, on va s'inquiéter d'une photo qui est prise à la dérobée, des conséquences qu'elle va avoir sur les personnes qui figurent dessus, sur la famille. Moi, par exemple, je loue une maison à un cinéaste. Est-ce que c'est risqué? Est-ce qu'il a bien ses papiers? Est-ce qu'il a le droit de travailler? Est-ce que j'aurai pas des ennuis? Et pourquoi d'abord? Est-ce qu'il est toujours en train d'aller trafiquer sur le toit pour chercher du réseau? Voilà, c'est tout ça que raconte le film, sobrement, simplement, mais dans un cadrage et une précision qui sont toujours parfaits. C'est le quotidien d'un cinéaste observé de près par ses voisins dans un village alors qu'il essaye de faire un film sous le manteau. Il a loué exprès une maison au fin fond du Kurdistan iranien, à la frontière avec la Turquie, pour ne pas attirer l'attention des autorités, parce qu'il n'a pas le droit de travailler. Et donc, depuis ce camp de base minuscule, avec juste un ordinateur, il essaie de réaliser son film. Et alors, c'est lui, Jafar Panahi, qui joue ce cinéaste en train d'essayer de faire son film. Ce qui frappe vraiment, c'est ça. C'est la mise en abîme de sa propre situation de cinéaste empêché. C'est toute la force du film, les allers-retours permanents entre la fiction, la réalité, le quotidien du personnage qui est incarné par Jafar Panahi dans son film, qui est le sien depuis 12 ans, obligé de se cacher pour travailler depuis une condamnation en 2010. Il n'a plus le droit de s'exprimer dans la média, plus le droit de faire de films, exactement comme le héros du film. Alors il se fait discret en essayant de tourner dans des lieux cachés, dans une voiture, un village perdu, le tout avec chaque fois très peu de moyens, loin des villes, de tous ceux qui pourraient le reconnaître. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois le résultat est remarquable, de créativité, de pertinence, c'est toujours très beau. Tous ces films ont été récompensés depuis qu'il est sous le coup de cette condamnation. Taxi Téhéran en 2015 à Berlin, 3 visages pour le scénario à Cannes en 2018 et cette année le prix spécial du jury à Venise pour ce dernier film, Aucun ours. En attendant, et très très vite, Corinne, son fils Pana Panahi qu'on va entendre, il est réalisateur lui aussi et c'est lui qui assure évidemment la promotion du film. Oui, c'est sans doute l'un des mieux placés avec Amin Jafari, le chef opérateur du film, pour nous raconter ce qu'a été le tournage de ce film, la situation particulière de Jafar Panahi qui l'oblige évidemment à travailler avec des équipes toutes petites, du coup tout le monde touche à tout et c'est comme ça que son fils Pana a pris son métier de cinéaste en étant assistant de son père, en prenant très vite conscience de la pression, des contraintes liées à ces tournages clandestins. Son premier film s'appelait Hit the Road, sorti l'été dernier, qui emprunte beaucoup à l'esthétique familiale et surtout au thème récurrent de la tentation de l'exil, où on suit le parcours d'un jeune homme obligé de quitter son pays, sa famille, pour échapper à sa condition. Eh bien, c'est toute la question aujourd'hui, capitale pour les jeunes, tiraillés plus que jamais entre l'envie de s'enfuir ou de rejoindre le mouvement de révolte. Eh ben, on va l'écouter, Pana Panahi. Corinne, merci beaucoup. Le fils de Jafar Panahi qu'on a enregistré il y a seulement quelques jours.
Bonsoir Panna Panahi. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cinéaste vous-même, bien sûr. Vous êtes aussi le fils de Jafar Panahi, cinéaste multiprimé. Et c'est vous qui portez la sortie du film de votre père qui s'appelle Aucun ours, qui a été récompensé tout récemment, notamment à Venise, prix spécial du jury, au Festival de Miami aussi. C'est vous qui le portez parce que votre père est en prison, avec d'ailleurs Mohamed Rassinov, qui est aussi l'une des grandes figures du cinéma iranien. Et en cette période particulière, dans ce pays qu'est l'Iran, tout cela a évidemment un sens très particulier. Dites-nous d'abord, votre père est en prison depuis juillet, il purge une peine de 6 ans. Comment va-t-il ? Est-ce que vous avez des nouvelles le plus régulièrement possible ? Oui, Jafar est en prison commune, c'est-à-dire il est emprisonné avec les intellectuels, les militants écologistes, il y a des cinéastes aussi dans la prison. Il n'est pas coupé du monde et il est en contact avec le monde intellectuel. Est-ce que vous lui parlez régulièrement ? Quand j'étais en Iran, oui, je parlais souvent avec lui au téléphone. Maintenant, 1 fois par semaine, je lui parle. J'ai envie de vous demander quel est son moral, parce qu'il se passe tellement de choses à l'extérieur. Est-ce que ça joue au positif ou au négatif, je ne sais pas, sur le moral à l'intérieur de la prison, pour lui, mais aussi pour les gens qu'il côtoie ? Puisqu'il est en prison, il n'y a pas d'Internet en prison, et il est coupé du monde de l'extérieur. Il sait ce qui se passe plus ou moins à l'extérieur, mais les autres prisonniers, ils sont inquiets de ce qui se passe actuellement à l'extérieur de la prison, dans la société, et c'est pourquoi le régime essaye de les garder coupés du monde. Mais nous essayons de lui transmettre des informations positives. Positif comme quoi ? Comme il se passe des choses dehors, comme quelque chose est en train de changer ? Nous essayons de ne pas lui dire ce que fait le régime, l'atrocité du régime, parce que ça peut influencer son esprit et ça peut avoir un impact négatif sur son esprit. Mais quand nous lui transmettons l'unité du peuple iranien actuellement et ce que font les jeunes en Iran, il est très content et il transmet à son tour à ses prisonniers. Ce que je comprends, c'est qu'on fait en sorte que, y compris les gens qui sont arrêtés en ce moment, ne croisent pas la route des intellectuels iraniens qui en ce moment sont dans la même prison des 20, non ? C'est vrai, les gens récemment arrêtés ne sont pas en contact avec les anciens prisonniers, y compris Jafar Panahi, mais ce qui est important, c'est que maintenant, ce mouvement, cette révolte nationale n'est pas dirigée par un parti particulier, c'est-à-dire il n'y a pas une ligne précise qui gère cette révolte, c'est une révolte qui vient de l'intérieur de la jeunesse et tout le monde est enthousiaste parce que c'est une révolte qui n'est pas idéologique, qui n'est pas dirigée par un parti. Vous dites révolte ou vous dites révolution, Panna Panahi ? Au départ, tout le monde parlait de la révolte, mais en ce moment, on peut aisément parler de la révolution. Dans le film de votre père, Partir, c'est l'obsession iranienne. Est-ce que c'est l'obsession iranienne ou est-ce que c'était l'obsession iranienne jusqu'à très récemment ? Vu la situation actuelle en Iran et en tenant compte du fait que le régime se montre irréformable, il n'y a pas d'espoir pour réformer ce régime, le fait de partir devient une obsession pour tout le monde. Et si vous regardez, par exemple, mon propre film, vous voyez bien que le sujet est de partir. Et non seulement moi et mon père, mais aussi les autres cinéastes font de ce sujet le sujet central de leur film.
parce que on est arrivé à cette conclusion que on ne peut pas réformer ce régime, surtout après l'arrivée au pouvoir de Raïssi, le président actuel, et malheureusement, il n'y a pas d'issue. Partir devient la seule solution pour les gens qui vivent en Iran, surtout de la jeunesse. Partir tel que le décrit votre père dans son film, tel que vous le faites dans le vôtre, tel que aussi dans un bout du film de votre père, il ne s'agit pas seulement de quitter l'Iran, mais aussi de s'arracher à des traditions qui parfois sont des traditions ancestrales et qui pèsent tellement sur la jeunesse. Et en même temps, mon sentiment, c'est que précisément ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est que toutes ces tentatives et même les stratégies d'évitement pour ne pas prendre le régime de plein fouet, toutes ces tentatives aujourd'hui ont cessé. Il y a quelque chose qui semble dire aujourd'hui, on n'en peut plus de l'évitement, on n'en peut plus de la fuite. Désormais, nous affrontons le régime maintenant et de face. Est-ce que c'est ça la bascule selon vous, Panna Panahi ? C'est vrai, je voulais justement revenir sur ce sujet. Quand la société arrive à une telle situation, fermée, quand il n'y a rien devant elle, c'est la colère qui s'empare la population. Et ce qui se passe actuellement en Iran, c'est justement l'explosion de cette colère, parce que ils n'ont pas laissé d'autre choix au peuple iranien. Votre père, Panna Panahi, aurait pu choisir de partir, il a voulu rester. Vous, aujourd'hui, vous allez essayer de vous installer ici en France, et j'imagine jusqu'à quel point ça doit être une vraie tempête de cerveau chez vous, qui est un jeune homme. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester là où je suis? Est-ce que je suis plus utile dans mon métier de cinéaste, là-bas, dans cet Iran-là, qui est en train de faire sa révolution, ou ici? Ça doit être compliqué dans votre tête en ce moment, non? Écoutez, il y a une grande différence entre moi et mon père. Mon père a toujours vécu en Iran. Il a mené une vie très dure dès son enfance. Il a travaillé durement, il a été toujours en contact avec le peuple et surtout les classes inférieures de la société. Et il a eu pendant ces 30 dernières années beaucoup de problèmes avec le régime. Il est devenu un personnage dur, un personnage qui peut résister. Moi-même, quand j'ai fait mon film, j'ai subi beaucoup de pression et je suis arrivé à cette conclusion que je ne peux pas supporter toutes ces pressions, et c'est pourquoi il faut prendre en compte cette différence de génération. Je ne peux pas supporter la pression qu'exerce le régime sur moi, donc j'ai décidé de partir. Un autre point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que nous sommes nés avec Internet et avec téléphone portable, et nous sommes plus en contact avec le monde. Alors que, par exemple, nous parlons couramment une langue occidentale et nous pouvons plus facilement tisser des relations avec le monde. Alors que Jafar, il est issu du peuple, il a toujours vécu en Iran et il ne peut pas avoir cet esprit que nous avons. Est-ce que vous vous dites que vous êtes de toute façon, vous, le cinéaste, plus utile, y compris maintenant, à l'extérieur de votre pays, à essayer de le porter qu'à l'intérieur de votre pays ? Pour le moment, je ne peux pas vous répondre précisément. Je dois m'installer d'abord pour savoir ce que je peux faire. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est d'informer
les gens et transmettre les informations de ce qui se passe en Iran. C'est la seule chose que je peux faire actuellement. Mais pour voir ce que je ferai plus tard, il faut que je puisse m'installer d'abord en France. Les artistes, Pana Panahi se mobilisent pour les cinéastes emprisonnés, pour Ventre Père, mais aussi pour tous ceux qui sont empêchés, des acteurs qui ont dû fuir déjà, et actrices surtout d'ailleurs, parlent ce qu'elles avaient très rarement fait avant. Est-ce que vous diriez d'abord que on ne reviendra plus jamais en arrière, c'est fini. Il est en train de se passer quelque chose qui dit qu'on ne reviendra jamais plus en arrière, mais est-ce que vous avez quand même, dans un coin de votre tête, la crainte que nous, la communauté internationale, à un moment, on vous laisse seul, face à face, avec les Pasdaran? Nous comptons sur notre propre force et nous ne comptons pas tellement sur le soutien de la communauté internationale, mais il faut bien préciser que ce que nous avons fait avec cette solidarité mondiale avec le peuple iranien, nous avons informé l'opinion publique mondiale et nous avons vu que l'opinion public mondial soutient actuellement ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire la révolte ou la révolution iranienne. Par conséquent, nous pensons d'abord à ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire informer et alerter l'opinion publique mondiale. Tous les mouvements qui peuvent isoler le régime est bienvenue et nous pensons que c'est un point positif. Diriez-vous que cette révolution ou cette révolte, c'est la bonne, quelle que soit la longueur qu'elle prendra? Justement, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un point culminant, ce qu'on voit actuellement en Iran. Le régime n'a d'autre moyen de massacrer tout le monde, mais il ne peut pas. Par conséquent, il faut continuer. Cette révolution va durer et finalement, on arrivera à un résultat sans retour en arrière. Pana Panahi, si votre père sortait demain, pensez-vous que la première chose qu'il ferait serait de prendre une caméra et de filmer ce qui se passe en ce moment dans les rues en Iran? 100%, c'est-à-dire que Jafar a envie de sortir et prendre la caméra et pour être aux côtés de son peuple. Malheureusement, il est en prison et il ne peut pas faire cela. En tout cas, Pana Panahi, on vous souhaite de vous installer le mieux possible en France pour pouvoir continuer à travailler, à filmer, peut-être à raconter, vous, de votre point de vue, ce qui se passe de l'autre côté. Merci beaucoup, merci vraiment d'avoir été avec nous. La traduction est assurée par Ali-Reza Manafadeh. Est-ce que j'ai prononcé les choses correctement? Eh ben, écoutez, j'en suis fort aise. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Allez, on rappelle que c'est un film France Inter. Courez voir Aucun ours, signé Jafar Panahi. Corinne, merci beaucoup encore, et puis on se retrouve tout à l'heure, n'oubliez pas de revenir. Le cinéma en VO avec un film romantico-horrible. Voilà comment je le décris. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Autriche, qui a vu se multiplier par 2 ces demandes d'asile, et vous verrez que ça provoque, ce que ça provoque. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logénie. On ira en Belgique où les douaniers du port d'Anvers ne savent plus comment faire pour détruire leur saisie record de cocaïne. Le cinéma en VO, Corinne Pélissier, que revoilà. Et oui, alors je vous en dis un peu plus. On ausculte la figure du monstre romantique avec Timothée Chalamet en cannibale dans Bones and All de Lucas Guadagnino. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir. Bonsoir à tous. 9 mois après le début de la guerre en Ukraine, c'est demain. Encore un effet en chaîne. Et si l'Asie centrale cessait d'être la chasse gardée de Moscou? Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il fait une pause avec IBI, Juice of Mandarins sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Thunder in my planet. You mark my body, bruise all over my skin. Our lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in, and now I'm high. Was it all a dream? The juice of mandarin.
Le bruit du monde ce soir est en Autriche, alors que les ministres de l'Intérieur européens se réunissent après-demain pour parler migration. L'Autriche fait face ces derniers mois à une très forte hausse du nombre d'arrivées de demandeurs d'asile. L'Autriche, qui compte 9 millions d'habitants, a enregistré depuis janvier 96 000 demandes d'asile, c'est ce que dit le chancelier autrichien, x2 donc par rapport à l'an passé. On est aussi déjà plus haut que la fameuse année 2015, mais beaucoup de ces migrants cherchent à rallier d'autres pays européens, et le reste, c'est Isorias qui raconte. La plupart des candidats à l'asile entrent en Autriche par l'Est, via la frontière austro-hongroise. Une fois arrivés, ils sont envoyés dans des zones d'attente installées partout dans le pays, notamment à Spielfeld, petit village situé au sud-est, à la frontière avec la Slovénie. En face d'une route passante, plusieurs préfabriqués, entourés de barrières. À l'intérieur se trouvent 300 candidats à l'asile, des hommes, souvent jeunes. Ils vivent là le temps d'effectuer les premières démarches pour leur demande d'asile, ce qui, vu la forte affluence actuellement, peut prendre jusqu'à 10 jours. Les conditions de vie sont difficiles ici, explique ce Syrien qui préfère rester anonyme. Il n'y a pas suffisamment de nourriture distribuée, les gens ont encore faim après, alors ils vont s'acheter eux-mêmes à manger quand ils ont de l'argent. Il y a des douches, mais souvent plus d'eau chaude. Tout cela rend la vie difficile. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les Afghans et les Syriens sont actuellement les deux nationalités les plus représentées parmi ceux qui déposent une demande d'asile. Suivent les Indiens et les Tunisiens, arrivés depuis la Serbie, pays dans lequel ils ont pu ces derniers mois entrer sans visa. C'est le parcours qu'a fait Kuldeep, jeune Indien qui, malgré une température de 4 degrés, ne porte qu'un léger pull. Mon père a fait un prêt qui coûte beaucoup d'argent. Alors, il m'a envoyé ici pour que je puisse mieux gagner ma vie. Quand je quitterai ce camp, j'aimerais chercher un travail, je pourrais vendre des journaux ou travailler dans un restaurant par exemple. Et l'argent que je gagnerai, je l'enverrai à ma famille en Inde, qui est très pauvre, afin d'aider mon père et ma mère, et surtout ma mère. Elle m'a toujours aidé, on s'aime beaucoup. À quelques mètres de là, un hôtel reconverti en centre d'accueil héberge une vingtaine de Syriens qui, eux, attendent une réponse à leur demande d'asile. La plupart vivent ici depuis plusieurs mois sans pouvoir faire grand-chose. Ça fait 5 mois que je suis là, explique ce Syrien que nous appellerons Salim. Dans ce village éloigné de tout, je ne peux pas prendre de cours d'allemand ni faire de bénévolat. Je suis allée à Pôle emploi pour demander du travail, mais ils m'ont dit que tant que je n'avais pas de décision concernant ma demande d'asile, ils ne pouvaient pas m'en proposer. Ce n'est pas une vie de seulement dormir et manger. Partout dans le pays, les places dans les structures d'accueil manquent. Le gouvernement autrichien a donc décidé, comme en 2015, d'installer sur tout le territoire des tentes pour héberger les demandeurs d'asile. Une solution temporaire inéluctable, selon Thomas Fussenegger, porte-parole de la BBU, l'agence fédérale pour les services d'accueil et de soutien des demandeurs d'asile. Nos capacités étaient épuisées et malgré cela, il nous fallait héberger encore davantage de personnes. Ne restait alors que 2 possibilités, soit dire aux nouveaux arrivants « Désolé, vous devez rester à la rue », ou bien leur dire « Nous n'avons plus que des tentes, mais c'est mieux que la rue ». Voilà pourquoi nous avons installé ces tentes. Les associations, elles, pointent le fait que beaucoup de ces demandeurs d'asile ne restent pas en Autriche, mais partent pour d'autres pays, comme l'explique Lukas Gallleitner de l'ONG Asyl Coordination. Il y a une forte augmentation du nombre de personnes qui déposent une demande d'asile en Autriche. Mais nous voyons aussi qu'un grand nombre d'entre elles poursuivent leur route vers d'autres pays européens dans les jours qui suivent. Actuellement, seules 20 000 personnes environ sont en procédure d'asile en Autriche et à ce titre prises en charge par l'État. Cela ne devrait donc pas poser de problème à un pays de 9 millions d'habitants, qui est l'un des plus riches du monde. Il faut ajouter qu'à côté de ces 20 000 demandeurs d'asile, l'Autriche prend actuellement en charge 56 000 Ukrainiens, dont 1/5 vivent dans des centres d'accueil dépendants de l'État autrichien. Isorias pour le reportage, merci beaucoup, à très bientôt. Le bruit du monde, c'est aussi l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie.
Et nous sommes dans le port d'Anvers, en Belgique. Sébastien, littéralement dépassé par les saisies de cocaïne. Oui, le port d'Anvers est devenu ces dernières années le premier point d'entrée des trafiquants de cocaïne en Europe, devant l'Espagne et les Pays-Bas. La Belgique qui s'apprête à battre un nouveau record de saisie cette année, sans doute autour des 100 tonnes, valeur marchande 5 milliards d'euros, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. On entend là Vincent Van Petegem, ministre belge des Finances. Cette augmentation des saisies, c'est bien sûr un peu effrayant, dit-il. La drogue est vraiment un gros problème, un gros défi pour le gouvernement qui investit dans des scanners du personnel supplémentaire pour améliorer le combat contre les trafiquants. Sauf que ces investissements, ils semblent bien insuffisants aujourd'hui. Pour preuve, ces informations du journal flamand Der Standaard qui vient de révéler que le port d'Anvers manquait désormais d'incinérateurs pour brûler les énormes quantités de cocaïne saisies. Ils tournent à plein régime, ces incinérateurs, mais pour des questions de santé publique et de normes écologiques, on ne peut pas brûler plus de 1 tonne et demie de produits stupéfiants par session, et ces équipements très spécifiques sont rares et chers. Résultat, des stocks colossaux de cocaïne sont entreposés sur le port d'Anvers, devenant une marchandise dangereuse car très convoitée par les malfaiteurs. Un énorme problème de sécurité. Récemment, la police d'Anvers aurait repéré des suspects qui observaient un entrepôt de la douane avec un drone. Viktor Orban, encore accusé de révisionnisme historique par ses voisins. Le très nationaliste Premier ministre hongrois remet régulièrement en cause la légitimité des traités historiques, en particulier celui de 1920, le traité du Trianon, après la Première Guerre mondiale, qui met fin à l'Empire austro-hongrois. La Hongrie perd alors les 2/3 de son territoire, un traumatisme profond dans le pays qu'Orban instrumentalise fréquemment. Et dernier épisode en date, dimanche dernier, alors qu'il assistait à un match de l'équipe nationale contre la Grèce, Viktor Orban porte une écharpe de supporter de foot très controversée. Orban, qu'on entend là dans le stade avec des joueurs, arbore une écharpe montrant une carte ancienne de la Hongrie comprenant des territoires actuellement ukrainiens, roumains, croates, autrichiens, serbes et slovaques. Colère immédiate des pays voisins, un acte révisionniste inacceptable selon l'Ukraine qui va convoquer l'ambassadeur hongrois à Kiev. Réponse d'Orban hier lui-même: le football n'est pas de la politique, c'est pas de la politique, ne voyons pas ce qui n'est pas là, écrit le Premier ministre sur sa page Facebook. L'équipe nationale de Hongrie, c'est celle de tous les Hongrois où qu'ils vivent. Rappelons que 3 millions de Hongrois, de Magyars, vivent actuellement dans les pays voisins considérés comme des minorités nationales. Et puis Sébastien, on termine en Inde avec l'eau du Gange mise en bouteille. Le Gange, ce fleuve sacré pour les hindous qui prend sa source dans l'Himalaya et qui traverse le pays sur 2500 km, eh bien depuis 6 ans, il est possible d'acheter de l'eau du Gange en bouteille plastique, embouteillée au pied de l'Himalaya après avoir décanté pendant 4 jours. Une eau sacrée qui sert aux hindous pendant les naissances, les mariages, les funérailles et toutes les fêtes religieuses, et que l'on peut donc acheter à la poste de son village par pack entier pour 321 roupies exactement, l'équivalent de 30 roupies environ la petite bouteille, autrement dit 35 centimes d'euros. Cet assistant de la Poste est ravi, dit-il. Il s'agit d'une bonne initiative. On livre de l'eau bénite aux gens directement à leur porte. C'est un moment heureux pour nous tous. Les personnes qui ne peuvent pas se rendre au Gange, dit-il, peuvent commander de l'eau en ligne sur Internet. Cette initiative d'apparence symbolique n'est toutefois pas dénuée d'arrière-pensée politique. Cela fait partie des dernières idées de Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste hindou, qui depuis des années déjà cherche à hindouiser, à désislamiser la société indienne par tous les moyens, avec des gestes souvent beaucoup plus spectaculaires d'ailleurs, comme la réécriture des manuels scolaires ou la débaptisation des villages au nom à consonance musulmane. Sébastien Logénie, merci beaucoup Sébastien. Vous revenez demain, vous partez avec une reprise qui fleure bon les booms de notre enfance. Voici une reprise de Tear for Fears de 1982, signée Gary Jules et Michael Andrews, Mad World sur France Inter. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glass.
hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very... La reprise de Mad World par Gary Jules sur France Inter. Corinne Pélissier, le retour, c'est maintenant. France Inter. Un jour dans le monde. So, we start. My lord. You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. But you pull on one little thread and I'm ready. Allez la voir, rien que la bande-annonce est effrayante. Le cinéma en VO prend aujourd'hui le chemin de l'Amérique avec un road trip signé Lucas Guadagnino. Ça s'appelle Bones and All, récompensé par un Lion d'or à la Mostra de Venise. Lion d'argent, d'argent, absolument. Avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. C'est un film interdit aux moins de 16 ans. Vous serez prévenus, il contient des images qui peuvent vraiment choquer le jeune public. Et pour cause, Corinne, il est question d'une romance entre deux adolescents cannibale. Voilà, un film sanglant et romantique dans l'Amérique des grands espaces. On pourrait dire sur le papier, tiens, ça va être sympa comme Twilight. On va passer de la figure du vampire romantique à celle du beau gosse cannibale, Timothée Chalamet, la coqueluche du moment. Et bien, mauvaise réponse. Le film est très beau, très réussi. Mais autant le savoir, il n'y a pas grand-chose au niveau des tripes ou de l'hémoglobine qui sera épargné à notre condition de spectateur sensible. Certaines des scènes sont absolument insoutenables. Toute l'histoire se déroule ici dans une ambiance assez malsaine, à mi-chemin entre un film de zombies, un roman de Stephen King, mais l'essentiel n'est pas là pour Lucas Guadagnino. Bones and All, qu'on pourrait traduire en français par tout manger, même les os, est avant tout une histoire d'amour et de compassion, la rencontre de deux personnes sans repère, isolées par leurs conditions de cannibales qu'elles n'ont pas choisies. Elles ont en commun ce même fardeau. Il y a Taylor Russell dans le rôle de Madeleine, c'est pas rigolo. Isolée par leurs conditions de cannibales, si, c'est drôle. Elle se retrouve seule, abandonnée de son père parce qu'elle a croqué un jour malencontreusement le doigt d'une de ses copines en soirée. Ben voilà. Et puis Timothée Chalamet à contre-emploi, qui lui est un jeune marginal qui a perdu la foi en la vie, qui trace sa route tout seul. Alors c'est le hasard et puis leur flair aussi de cannibale qui va les réunir dans une histoire où il s'agit avant tout de trouver sa place. Parler de cannibalisme est toujours tabou et bien sûr qu'il y a des gens qui n'iront pas au bout du film, mais je n'ai jamais eu l'intention de faire un film d'horreur ou même d'aborder ce projet comme un film d'horreur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours de ces deux jeunes écrasés par le poids de cette chose dont ils aimeraient se débarrasser, mais qui fait partie d'eux-mêmes. Et c'est en essayant de comprendre qui ils sont qu'ils parviendront non seulement à se trouver eux-mêmes, trouver leur place dans le monde, mais aussi à trouver l'amour, trouver l'autre. Et c'est cette connexion qui leur permettra d'échapper à leurs conditions impossibles à vivre. On a tous connu ça un jour ou l'autre dans notre fort intérieur. Timothée était parfait pour le rôle. Il apporte au personnage beaucoup d'humanité et d'empathie. Sa personnalité collait vraiment avec celle du personnage de Lee. Et j'ai trouvé en plus ses remarques très pertinentes pendant qu'on tournait le film. C'est pour ça que son nom ne figure pas seulement au générique en tant que star du film, mais aussi en tant que producteur, car on a vraiment décidé ensemble de la direction que devait prendre le film.
Alors c'est un film qui met mal à l'aise, on l'a compris, à cause des scènes explicites, mais aussi parce que vous avez envie que ça se termine bien pour eux. Vous avez envie d'être de leur côté, du côté de l'amour qui l'emporte sur la malédiction. Lucas Guadagnino, qui a choisi ici de tourner dans l'Amérique des années 80, ce n'est pas un hasard, c'est l'Amérique des exclus, des laissés pour compte. La laideur contraste avec le couple formé à l'écran par nos deux héros cannibales et colle bien avec l'intérêt finalement que le réalisateur porte à la figure du marginal à laquelle il aime s'identifier dans ses films, toujours empreint d'une grande esthétique. Voilà, moi il faudra me payer personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment les films cannibales. Oui, voilà, on va peut-être essayer. Merci beaucoup. Ça s'appelle Bones and All, signé Lucas Guadagnino. C'est au cinéma ce mercredi. Merci Corinne. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Il y aura 9 mois demain que la guerre en Ukraine a débuté. Et après de nouvelles attaques russes, Kiev est totalement privé d'eau ce soir. Au bout de 9 mois, vous voulez attirer, Jean-Marc, notre attention sur les conséquences du conflit dans une autre région du monde dont on parle rarement, c'est l'Asie centrale, qui est en train de prendre ses distances avec Moscou, et c'est votre monde d'après. Ils sont 5 à former ce qu'il est convenu d'appeler l'Asie centrale. Le Kazakhstan, c'est le plus vaste. L'Ouzbékistan, c'est le plus peuplé. Le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, 76 millions d'habitants au total. Oui, je sais, à vue d'ici, ça paraît loin. On a tendance à tous les confondre, à les mettre dans le même sac. En fait, ils sont tous différents, mais ils ont des points communs. 5 ex-républiques soviétiques, 5 pays carrefour entre l'Extrême-Orient et l'Occident, entre le monde russe et le Moyen-Orient, 5 régimes autoritaires, pour certains très autoritaires, et autant de pays qui désormais ruent dans les brancards vis-à-vis de Moscou, comme Vladimir Poutine est peut-être en train de le constater lors du sommet de l'OTSC, l'organisation de traités de sécurité collective qui se tient aujourd'hui en Arménie. On y trouve notamment 3 de ces pays, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ces pays sont en train de prendre leur distance avec le parrain russe, c'est dit parfois à mots couverts, mais c'est un fait. Ils n'aident pas franchement Moscou à contourner les sanctions occidentales. Ils ont conservé des liens avec l'Ukraine. Et pour le plus explicite dans la critique, le Kazakhstan, ça va plus loin. Autorisation d'une manifestation anti-guerre, interdiction des symboles de propagande russe, refus de soutenir les pseudo-réformes d'autodétermination organisées par Moscou dans l'est de l'Ukraine. Et ça, Jean-Marc, c'est une sacrée déconvenue pour Moscou. Ah, ça doit irriter vraiment Vladimir Poutine. Le patron du Kremlin pense que le démantèlement de l'Union soviétique a été l'une des pires catastrophes du XXe siècle. Ce sont ses propres mots. Pour lui, l'Asie centrale reste le précaré naturel de la Russie, comme le Caucase ou l'Ukraine. Et puis Moscou a des liens économiques importants avec cette partie du monde. La Russie en demeure souvent le premier ou le deuxième partenaire commercial. Les migrants ouzbeks ou kirghizes sont très nombreux en Russie. Ils assurent souvent la survie de leur famille restée au pays. Et ajoutons que Poutine doit juger ces pays ingrats. Le président kazakh au premier chef, Poutine l'avait soutenu militairement en début d'année face à la grogne sociale dans son pays. Donc oui, Moscou est agacé. Il y a quelques mois, sur les réseaux sociaux, Dimitri Medvedev, l'un des plus fidèles affidés de Poutine, avait même menacé le Kazakhstan. Vous pourriez être le prochain sur la liste après l'Ukraine. Il a ensuite retiré son commentaire, mais les durs qui paradent à la télévision russe évoquent à l'occasion l'idée de dénazifier le Kazakhstan, même logoré que sur l'Ukraine. Moscou sous-estime deux choses. D'une part, ces pays d'Asie centrale constatent à l'occasion de la guerre en Ukraine une certaine impuissance de l'armée russe. Ils en ont donc moins peur. D'autre part, les populations d'Asie centrale sont en grande partie animées d'un ressentiment somme toute classique contre l'ancien suzerain, l'ancien colon russe. Et donc, c'est quoi la suite ? Alors, il y a peut-être un mouvement irréversible en cours. Il n'est pas forcément homogène dans les 5 pays concernés. Le Tadjikistan et le Turkménistan, les deux régimes les plus autoritaires, restent sans doute fermés à toute évolution. Mais oui, c'est une plaque tectonique en mouvement. Une de plus, j'ai envie de dire, en raison de la guerre en Ukraine. D'autres acteurs cherchent à supplanter la Russie en Asie centrale, dont le sous-sol, le pétrole, le gaz, l'uranium suscitent les convoitises. La Chine, bien sûr, avec sa stratégie des nouvelles routes de la soie. L'Iran, la Turquie, elle vient de signer un accord de coopération militaire avec le Kazakhstan. Et les Européens. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, revient d'une tournée dans la région. La France joue sa carte. Le président ouzbek, Mirziyoyev, était hier à Paris. Un accord sur l'extraction de l'uranium semble en bonne voie. Le président kazakh, Tokayev, est lui aussi annoncé en France sans doute la semaine prochaine. Mais il ne faut pas imaginer ces pays basculer pour autant d'un camp à un autre. Ah non, c'est pas de ça dont il s'agit. Le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan voient surtout une opportunité pour acquérir plus d'autonomie, diversifier leurs partenaires pour ne plus devoir s'aligner sur personne. De la même manière, en fait, que plusieurs pays africains ou latino-américains ne veulent plus s'aligner sur l'Occident, de la même manière, dans l'autre sens, l'ancien précaré de Moscou prend ses distances avec son parrain. Ça bouge décidément à tous les étages. Le monde d'après de Jean-Marc Four tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne bougez pas.